nouvelle petite vidéo sur mon petit avion. Je vous l'ai déjà présenté sur YouTube celui-là, mais là aujourd'hui il est temps de vous présenter les potes le nouveau. C'est sûrement mon futur bébé les gars. Je me fais bouillave à chaque fois. J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est là-dedans. Allez-y. Les potes, j'ai fait plein de petits trucs d'avion, je vous ai montré plein de trucs. Ensuite, après avoir galéré à avoir le permis ULM, j'ai fait pas mal d'heures. J'ai enchaîné sur l'hélico. Ça a été un truc de ouf pour ceux qui ont suivi les aventures. Et puis après, je me suis dit, j'ai envie de passer, on va dire, à l'étape au-dessus en avion. Il n'y a plus de limite de place. Et passer vraiment le gros permis aviation. Et vous avez vu derrière moi, j'ai trouvé mon nouveau jouet, les amis. Je vais tout vous présenter. Comment on a fait pour le trouver, comment ça se passe le permis, les galères que j'ai eues ou pas. Parce que j'ai enchaîné sur les cours, les trucs, les échecs, machin. C'était un truc de ouf, les gars. On a dû fabriquer plein de choses pour pouvoir le bouger, le déplacer. Comment l'utiliser, c'est bien plus complexe que les autres. Les amis, vous êtes dans ma nouvelle vidéo. C'est parti. Bon les gars, dans cette vidéo, c'est le résumé de quelques mois encore de boulot. Vous avez vu dans les vidéos qu'on a fait il y a quelques mois, je sais même plus si ça fait... si c'est en année maintenant, je m'étais dit je vais faire de l'ULM. Donc passer le permis pour voler déjà la grosse base et kiffer. Ensuite, malheureusement, il y avait quelqu'un qui faisait de l'hélico là-bas, donc j'ai commencé à voir, j'ai commencé à essayer de comprendre. J'ai vu que c'était 100 millions de fois plus compliqué. Vu que j'ai que ça à faire, je me suis dit tiens, pourquoi pas faire le truc le plus compliqué que j'ai jamais trouvé. Donc dans les formations, dans les comment poser l'hélicoptère dans un endroit privé, comment faire la théorie, comment faire les heures. Ça a mis 1 an et demi, il y a eu plein de galères, je vous avais tout documenté dans la vidéo, j'ai passé mon permis hélico. Donc évidemment, j'ai voulu me lancer dans le même cambouis, mais pour la version avion. Et évidemment, j'en ai foiré un. On sort juste la tête de l'eau, mais ça recommence, ça recommence. Donc en fait les amis, l'ULM c'est vraiment un truc différent de tous les autres permis d'avion. C'est pas certifié, il n'y a pas de truc, je vous passe tous les détails pour ceux que ça intéresse pas plus que ça, mais l'ULM en gros c'est un cadre qui est entre guillemets accepté par l'État pour qu'on puisse kiffer sans avoir 1 milliard de contraintes. Quand tu passes dans l'aviation certifiée, celle-ci en hélicoptère ou en avion, tu rentres dans un cadre où tu n'as pas le droit de démonter un boulon. Il faut que ce soit un mécanicien spécifique qui va noter sur un papier, qui va avec un boulon de tel truc. Tu peux pas changer, mettre un boulon de 10 que tu trouves dans la petite boîte en plastique. Tout ça, c'est hyper codifié, hyper complexe. Pareil pour les certificats de navigabilité, tu peux pas partir comme ça, etc. Il faut des papiers, il faut que l'appareil soit suivi, il faut qu'on sache où il est, etc. Donc c'est vrai que c'est là que tu te rends compte en mettant les pieds là-dedans qu'il y a un cadre vraiment cool dans l'ULM. Donc tous ceux qui ont envie de kiffer, autant pour l'aspect financier que pour l'aspect réglementaire, c'est vraiment incroyable l'ULM. Et donc dans ces permis de pilote privé, eh bien il y a la même chose en aviation. Ça veut dire rebelote les amis, mais il y a quand même un petit soulagement de formation parce que je sors d'un PPL, donc pilote privé, et j'ai la version hélico et là je m'engage dans la version avion. Donc évidemment ils tiennent pas compte que j'ai fait 300 heures en ULM, etc. avant. Là l'avantage c'est qu'ils tiennent compte que j'ai passé la théorie avec l'hélico, donc les fameuses épreuves que j'ai passées où j'avais tout loupé au début parce que je révisais pas les bons trucs, etc. Mais les bons trucs que je révisais à la place de réviser l'hélico, c'était la partie aviation certifiée. Donc tout ce que j'ai révisé pour rien quand j'ai passé l'hélico, finalement c'était pas pour rien parce que vu que j'ai enchaîné avec l'avion, ça a été plus simple pour moi. Donc j'ai essayé de prendre le truc, de le torcher comme il fallait les gars. Donc je me suis remis à fond. C'est reparti pour des mois de révision le soir, sur la tablette, les cours. C'était histoire de me remettre vraiment à fond dans le bain parce que tu sors des techniques, des principes de vol de l'aviation, c'est ça la vraie différence. La météorologie, comment fonctionnent les nuages, comment fonctionne la radio avec les tours de contrôle, tout ça c'est pareil. Par contre les principes de vol, comment va réagir l'avion, c'est complètement différent de l'hélico. Mais c'est aussi différent de l'ULM parce que c'est beaucoup plus souple dans la théorie ULM. Je me replonge là-dedans, je suis passionné en même temps donc ça va vite. Et au lieu de repasser 9 épreuves, j'en passe que 4. Je me rends à Saumur, à un aérodrome où les gens sont hyper accueillants, hyper agréables, donc grosse dédicace à vous. Bon les amis, voilà le setup. Cours d'avion, comme d'hab. Voilà, toc, toc. Des QCM, des révisions. J'ai l'impression d'avoir fait 4 fois des bacs, d'avoir fait des bacs S, un autre bac, je sais pas quoi, un autre bac, je sais pas quoi. Et il y a un moment donné, il va falloir que je conduise des Boeing, parce que franchement, avec tous les trucs, tous les permis que je passe, toutes les qualifs et toutes ces saloperies, il y a un moment donné, les amis, il va falloir que je conduise une fusée pour Elon Musk. Parce que là, c'est pas possible. Ou pour la NASA d'ailleurs, Elon Musk. C'est bon, on a tendance à oublier qu'il y a la NASA aussi. Samedi après-midi, il fait chaud, je pourrais faire de la moto. Et évidemment, c'est jamais des journées où il pleut. Les moments où je dois réviser comme ça, c'est jamais une journée où il pleut sa grand-mère. Voilà. Par contre, quand je révise pas, je viens d'avoir l'examen, tout est content, je suis tout heureux. Là, je me dis, ça y est, je vais faire de la moto. Il pleut dehors, frère. Pris un verre de jus d'orange. Voilà, ma petite batterie Milwaukee pour jamais mettre en rade. L'entourloupe. Les amis, on se retrouve au centre d'examen, voir si
J'espère que dans les secondes qui arrivent pour vous, j'espère que je suis heureux et que je saute partout. Si j'ai le seum, ah l'horreur, si j'ai le seum, j'espère que j'ai pas le seum. Voilà, bisous les potes. Les amis, avant de lancer cette petite vidéo, c'est toujours possible de gagner le magnifique Dodge Ram sur mon petit concours Essentiel Airsoft. C'est notre marque d'Airsoft. Ça fait à peu près 20 ans que je fais de l'Airsoft. On a à peu près depuis 8 ans une boutique en ligne d'Airsoft. Aujourd'hui, c'est devenu un gros magasin avec plein de répliques, plein de trucs. Si vous voulez vous faire un petit kiff, que ce soit un sachet de billes, venir au magasin, se lancer dans l'Airsoft, débuter, etc., vous pouvez passer directement à la boutique ou sur le site internet, les gars. Et vous pouvez gagner un magnifique Dodge Ram 1500 de la mort. Je vous laisse le kiffer. On n'est pas du tout à l'examen comme prévu parce que ça s'est pas passé comme je voulais. Donc voilà, j'ai eu... Je me fais bouillave à chaque fois. Je passe j'y vais, je fais 100% de taux de réussite. Bon là cette fois-ci c'est pas une erreur de mauvaise révision ou de mauvais module. Hein. C'est jamais de sa faute à Lucien. En gros, je fais 100% de taux de réussite et sur les 4 modules que j'ai passés, j'en ai validé 3. Il y en a un que je réussis pas pour une seule question. Et ce module-là, évidemment, c'est pas le plus dur. C'est le truc le plus simple que j'ai fait toujours 100% de taux de réussite, 100% de taux de réussite. Mais il y a toujours quand même une petite différence entre les révisions et les vrais trucs. Tu sais, régulièrement, dans l'administration, ils rajoutent des nouvelles questions. Donc tu tombes des fois sur des trucs que t'as pas trop révisé et on sait très bien que les questions, elles sont volontairement très mal posées pour que justement l'élève, il ait la pleine capacité d'y répondre et qu'il sache vraiment de quoi il parle et qu'il comprenne le principe de la question et du coup dans sa forme. Je me suis fait niquer, les gars. Je suis tombé sur une série pourrie, je me suis dit mais je connais tout, mais là je sais plus si c'est, tu vois, des fois ils te disent oui mais alors si machin à droite, j'étais pas sûr de moi parce qu'il faut jamais être sûr de soi dans la vie, mais j'étais assez confiant, je m'étais dit si j'ai les 4 c'est quand même beau, c'est stylé, et évidemment j'en ai foiré un. Et il y avait après il y avait une dame à côté de moi qui était très très jolie et du coup elle m'a déconcentré un peu. Je suis un bâtard, la pauvre, si elle voit cette vidéo, c'est une horreur. Et donc il y avait une petite dame à ma droite et qui est de Tours et puis qui est blonde, et enfin c'est l'autre qui exagère, et vraiment ça non, je rigole, elle m'a pas du tout déconcentré, mais c'est un avion de chasse, donc c'est tombé bien parce qu'on passait le permis avion. Donc là, le théorique, les amis, je me rebûche, je vais passer les épreuves. Évidemment, je loupe la plus simple des épreuves. Ça veut dire mettre le triangle quand t'es chez le médecin dans le triangle, mettre le carré dans le carré et la boule dans le trou. Évidemment, je loupe ce truc-là. Donc, évidemment, je reviens, je reprends une date, je reviens et là, je le réussis. C'est-à-dire, à un moment donné, c'était vraiment le truc le plus simple et je vraiment abusé. Ensuite, j'ai les heures à faire. Je peux même les faire sur un avion qui est la copie exacte de mon ULM, sauf qu'il y a un coup de tampon qui dit que c'est pas un ULM. Mais c'est la même chose et c'est juste ça, par rapport à ça, c'est dommage que je puisse pas, par rapport à mon expérience que j'ai sur mes ULM, c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Et là, pendant tout ça, vu que c'est quand même 10 000 fois plus compliqué d'acheter un avion qu'une voiture, je commence à appeler Rico Pilote. Rico Pilote, les gars, qui est youtubeur aviation. Et donc Rico, qui est quelqu'un d'adorable, toujours aidant, ultra passionné. C'est grâce à lui que j'avais été faire une formation en montagne avec Richard. Il m'a donné les contacts de ses amis pour aller voler autour du Mont Blanc, aller me poser à Courchevel et tout. C'était trop cool. Démarrage, on part avec l'avion et là on a la sensation de se jeter dans le vide. Et c'est plein d'expériences de gens qui sont super habitués, donc merci à Rico qui m'avait emmené d'ailleurs dans la vidéo de l'hélico, c'est lui qui nous avait emmené pour aller le chercher à Lyon. Et donc Rico me dit écoute, il faut que tu appelles David Fabry. Et donc on a eu David. Et David, je lui ai dit il me faut un avion. Et j'ai écouté Rico, j'ai écouté des gens, j'ai écouté David. Et c'est là comme ça que j'ai trouvé l'avion qu'il me fallait. Et il a des avantages, il a des défauts, il a plein de trucs. Mais c'est comme ça que je l'ai trouvé, donc dédicace aux gars qui ont pris le temps pour moi de me trouver une belle machine, les amis. Alors moi je connais bien parce que j'ai ça dans mon petit but. Ah ouais? Donc je connais vraiment la suite Garmin, je la connais pratiquement par cœur. Mais par contre là c'est vrai que je m'attendais. Il est immense l'écran. Ouais, c'est ça qui est cool. Et ici, tu contrôles à peu près tout, tu vois. D'accord. Donc tu as des menus. Ici, ta carte. Ici, t'es alerté quand il y a des autres avions. Évidemment, c'est superposé sur celle-là déjà. Ouais. Tu les aurais ici. Ça, c'est le radar météo. Ça, c'est le StampScope. Donc, le StampScope, tu vois ce que c'est? Non. C'est ce qui va te donner les impacts de foudre. Donc, si tu superposes le radar plus le StampScope, t'as vraiment une bonne idée de là où sont positionnés les orages quand tu vois les autres avions. C'est les alertes de terrain. Donc t'es alerté des autres avions et t'es alerté du terrain. Et donc ici il y a le plan de vol qui s'affiche, t'as les cartes IFR, etc. Ok. Et mise à jour là-dessus, ça se passe comment?
tu prends une carte SD, Ah oui, c'est tu mets la mise à jour sur la carte SD et après Ah tu, oui, tu la mets dans les slots. ok. Donc l'apprécié est automatique, Ah, elle est automatique. donc t'as rien à faire, t'as pas de bouton pour la mettre, pour l'enlever, t'as juste à la régler en fonction de l'altitude et Ouais, laquelle tu voles. d'accord, ok. Ok. Le fuel, il faut changer toi-même de gauche à droite. Ouais. Donc tu vois le fuel sélecteur. Ah, il est juste là, le sélecteur, d'accord. De gauche droite. Puis message de rappel Ouais. dans le G1000. Donc Ok. il dit toutes les demi-heures. Moi, c'est pareil, ouais, j'ai fait pareil sur le mien. Pas de conneries quoi. Givrage. Alors ici t'as réchauffage des pitot. Ça c'est l'hélice. Ok, l'hélice. Ah, c'est tout est indépendant. Ouais. C'est pas un avion qui a été construit hier, mais je trouve qu'il est dans un état Ah oui, ça pour, c'est clair. pour Tu vois, pour faire des gens qui en prennent moins soin quoi. Franchement, c'est pas mal. No smoking. Bon, ça va, je suis pas. Les avions un peu plus anciens, il y a encore des cendriers à l'intérieur. Non. Ah ouais. Le premier TVM, il est de 92. Il y avait un cendrier. Les mecs, ils fumaient, quoi. Ouais, une clope, après, c'est pas dangereux, mais... Tu imagines, c'est un petit Dijon, un cigare. Ah ouais, c'est vrai, ça paraît fou. C'est ça, une autre époque. ça paraît fou de fumer dans un avion. Ouais, c'est fou. Moi, je me souviens quand même que chez Air France, il y avait des hommes fumeurs à une époque. Non. Toi, t'as pas connu ça, t'es trop jeune. Non. Je te jure. Dans les gros Airbus. Ouais. Quand j'ai fait mon service militaire, mon patron, on était aux États-Unis. Il voyageait que sur Air France parce qu'on pouvait fumer. Et sur Non. les compagnies aériennes américaines, on pouvait plus. Ah bon? Et lui, il voyageait que Air France et il fumait tout le long du vol. Incroyable. Alors là, je savais même pas que ça avait existé, ça. C'est vrai qu'il y a une petite habitude à prendre. Cette allure-là. Il y a des prises statiques. Alors, on va voir en combien de temps qu'il décolle. Alors, on va voir s'il a raconté des bêtises, David, là. Les gars, ça se trouve... c'est sûrement mon futur bébé, les gars, qui part. C'est sûrement mon futur bébé. Aïe, 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 regardez ça. Ah, il est trop beau. Alors... Putain, il met du temps à décoller quand même. Ah, ça y est, il a arrondi. Ça y est, il a décollé. Alors, il décolle au niveau du taxi. Ouais. Ah, il a déjà rentré le train. C'est marrant, les roues, elles ont décollé de la piste, il a rentré le train. C'est vrai, entre le train. Donc, il décolle au niveau du premier taxi, ouais. Il doit bien mettre 400 mètres à décoller. Hein. C'est costaud quand même. Par contre, il y a un vrai truc qui va dans l'autre sens, c'est quand même le taux de change. Oui, c'est vrai que le dollar. Il a 150, 130 000 euros. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Je suis très content. Il faut que je me pose, que je réfléchisse, parce que c'est quand même le prix d'une VJ Roadster neuve. Les amis, on va débriefer là-dessus et on va vous tenir au courant. Je vois mon avion pour la première fois, les amis. Et là, je le vois qu'il est ultra propre. C'est comme une voiture, tu vois. Les voitures, tu vas regarder si elles sont pas un peu écartées, si ça a pas tapé, les trucs, les détails. Là, moi, j'arrive avec mon expérience de novice dans l'aviation, tu vois. Mais je connais bien la mécanique. Donc, tu sais, je commence à voir les ailettes du moteur, l'alternateur qui est tout chromé, la courroie, elle pue le caoutchouc, tu vois. Tu sens que tout ça, c'est neuf. En fait, le moteur a été changé. Parce qu'il avait des consommations d'huile un poil élevé. Et le gars, il a dit... Eh hop, tu me changes ça là. Ça coûte combien? 120 000, rien à foutre, change-moi ça. Donc le chef, il avait les moyens, tu vois. Lui, il a dit hop, tu me ranges tout ça là, je veux un autre moteur, rien à foutre. Puis après, il a dit oh, finalement, j'en prends un avec une turbine. Donc il a dit non, je veux plus ce vieux machin. Tu te rends compte, il a 5-6 ans, j'en veux plus. Donc voilà ce qui s'est passé. Et donc le moteur est donc tout neuf, les amis, mais le châssis, lui, il avait à peu près 600 heures. Donc c'était déjà que dalle. Hein. C'est sur un avion, c'est vraiment rien, 600 heures. Depuis neuf en plus, il a jamais été refait, etc. Ça m'incite à passer à l'achat, les amis. Je monte dedans, je vois qu'il est tout propre, il n'y a pas de rayures sur les sièges. Tu sais, les endroits où tu montes, tu descends, où les gens y passent, t'as pas de frottement, t'as pas de trucs rayés, t'as pas de trucs abîmés, il n'y a pas de trucs tordus. Il y a des tout petits détails, des petits trucs de peinture, mais c'est très très léger quoi. Donc je suis trop content. J'appelle David, je lui dis vas-y, tu m'en mets 2. Non, je rigole. Non, évidemment non, mais on a validé le bazar, les amis, et c'est parti. Ah, il est beau, on dirait qu'il est tout neuf. Il est tout neuf. Donc là, les potes, il se passe des mois. On bûche, ça bosse. Rico Pilot, il me dit c'est bon les gars, je viens avec David, on t'amène ton avion gros. Putain, tu te rends compte que Rico, les gars, il a réussi à faire plus de feats avec Akram que nous en 10 ans. Non, surtout en plus que c'est lui qui m'a débordé quoi. Oui, non mais il est trop fort. Je devais tourner avec lui aujourd'hui. Ah ouais? Non. Alors, ça c'est le concurrent de mon XL8. C'est un WT9 ça. C'est un WT9, dernier modèle.
Bonjour, tu vas bien? Mais t'es en retard, mon Dave. Bah ouais, je suis en retard. Il y avait... T'as mangé, Tu vas bien? Bon alors c'est la livraison UPS du jour. Je ne monte pas dessus. On peut vous laisser tous les deux vous taper dessus parce que Rico il a fait que de me dire n'achète pas cet avion surtout pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, Il m'a dit il faut prendre un Bonanza. À la base, mais je savais pas qu'il avait ça à vendre. mais un Bonanza, Il va te dire la même chose que moi. c'est chouette, mais là, ça l'avantage c'est que c'est pressurisé et que du coup quand tu veux voyager un peu Bah plus oui, loin, bah t'es en oui, confort, quoi. bah oui. Bah, moi j'adore le Bonanza aussi. Hein. Quelle beauté. Incroyable. Non, j'ai fait beaucoup. Oh là là. Bon là les gars, maintenant c'est le moment où on va rentrer donc avec David. Là il y a le vilain Rico. Regardez ça, ce beau Rico, regardez ça. Putain, j'ai peur qu'ils soient en train de draguer ma mère ce fumier. Et donc on va laisser Rico en espérant frère que ça devienne pas mon beau-père. Quelle horreur. Les gars, on va avec David, qui est quelqu'un d'extraordinaire, je suis trop content, et de Fred, qui est mon prof d'avion. Et donc là, on va faire des tours de piste pour un petit peu comprendre la pressurisation de l'avion, parce que c'est quand même un avion qui monte très très haut, qui est pressurisé, dégivré, donc il faut qu'on comprenne ces systèmes-là qu'on ne connaît pas trop. Et donc là, maintenant, on va à l'intérieur et faire la première fois, le volet pour la première fois, j'ai jamais fait encore, sur mon propre avion que j'ai depuis maintenant. Je suis trop content. Allez hop. Alors, attention. Ici, tu vois, il faut bien que tu regardes que ça soit bien, parce que si le loquet il est à moitié fermé là, tu pètes le joint. Ah oui, d'accord, c'est ça, c'est là que je voyais là Voilà. le truc. Là. Et ça, tu vois, et ça c'est vachement important Ok. pour la pressurisation. D'accord. Il faut bien qu'il soit bien rentré des deux côtés Ok, d'accord. avant de fermer. Et là tu peux fermer. Ok. Ok. Donc là, C'est ok. pareil. Et en Ok. haut c'est pareil, tu vois. Il faut bien que ça soit vertical. les deux ergots ils soient bien là. Ok. Maintenant c'est fermé. Donc on décolle plein pot, ce qui va nous donner 42 pouces de map. On décolle 21 Delta Tango Charlie. Donc tu vois, il y a un palier, je sens, hein. Ouais, après le turbo va prendre. Voilà. Et donc c'est ça qui est intéressant, tu peux aller jusqu'au bout. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. ouais. Ok, allez, on lâche les freins. Ça accélère, les paramètres. Ah ouais, c'est vrai qu'il est lourd. Hein, voilà. La rotation, les freins de pression. Frein sur rentrée. Donc ça c'est un peu la croisière, tu vois, 30, 24, Ouais, et évidemment avec Oui, une après mixture finition. Ouais, c'est clair. améliorée. Bon, ça va derrière? Ouais. Cool. Nickel. Le vol est agréable. La préçu surtout. Bon, la précieux c'est c'est ultra très, simple. très simple. C'est ce que je disais, tu mets 1000 pieds au-dessus de ton niveau de croisière. Ah ouais. Et puis quand tu descends, tu mets 500 pieds au-dessus du terrain, de l'altitude terrain, puis c'est tout. Ah ouais, d'accord. Très. Tu poses à combien de nœuds Oh, tu vois là, on est bien là. 80, c'est bien comme approche. Et puis bah, on va poser autour des 72, un truc comme ça. Ouais, je commence à réduire un peu pour pas qu'il galope. Voilà. Là, tu lui réduis tout, tu l'emmènes gentiment. Voilà, parfait. Ok, ça. Bon bah voilà. Ça va? Alors évidemment c'est pas pressurisé, mais t'as quand même beaucoup de place pour mettre plein de trucs. Donc évidemment c'est là où on met les choses de l'avion. Donc là, la barre, tu vois, elle vient se fixer ici. Et enfin pardon, c'est l'inverse. Il faut mettre devant et après derrière. Donc, tu mets Ah oui, quand même. ça. Avec deux mains, je vais y arriver peut-être mieux. Et mon cher ami, Tu me fais vraiment Félicitations. confiance que t'as pas ouvert ton compte en banque. félicitations. Merci. Amuse-toi bien, tiens. Les clés de ton avion. Alors là, ça c'est toutes les trappes. Alors, t'as une clé de l'avion. Ouais. Ça, c'est les clés des réservoirs d'essence. D'accord. Ok. Alors? Bah c'est mortel, mais faut qu'on. C'est quand même un autre monde de ce que j'ai l'habitude. Mais je suis déjà, en étant habitué sur les nouvelles versions de Garmin, celui-là qui n'est pas tactile, ça va aller vite. Je pense que ça va aller vite. Et puis c'était surtout la préçu, mais en fait c'est hyper simple la préçu. Non, c'est très. À chaque fois que tu touches ton altitude, tu touches la pression. Ça va ensemble. C'est comme les morpions. Il faut que tu achètes un truc pour le rentrer, tu vas te faire chier. Et bah je pense que je vais fabriquer. De toute façon, on peut le tirer depuis la roue. Ou faut le. Alors, la formule la plus simple, c'est ce que dit Rick, t'achètes un truc électrique là, Ouais. ça s'appelle Besto, Ouais. super. Ouais. Tu chopes la roue avant. Mais c'est la roue avant qui est tirée. Parce que sinon, moi je peux faire un système avec derrière moi un petit quad. Alors il y a des Ça gens va. qui font ça aussi. Parce qu'avec l'hélico, c'est pas mal. C'est un chantier là, le bouger là. Faut avoir deux Parce portes. qu'il n'y a pas le plein.
Ouais. Ça va. Tu lui mets les pleins et t'es tout seul. Tu vas pas loin. Hein. Ah ouais. Lourd, quand même. Ici, j'imagine. Ah ouais. Et là, faut avoir 2-3 potes qui poussent les ailes. Ouais, ça va. C'est comme celui de Fred là-bas. C'est pareil quoi, c'est chiant mais. Ça passe en hauteur au moins? Bah écoute, on va voir. Ça a l'air. Ça passe pas en hiver. Tu élèves ta roue quand elle passe. Bah l'antenne a pas assez de justesse alors. L'antenne, elle passe de justesse, mais après, ça passe pas. Donc le strop c'est mort. Comment ça se fait qu'on calcule avec les mauvais? Mais on n'a pas été bon. Là, il faut soulever la roue avant. Ah non mais c'est que le terrain penche un peu en fait. Il faut dégonfler les pneus. Donc, t'achètes un machin pour bouger. Et ça Le machin, ça lève et ça lève. Non mais la même roue, pas. et du coup, ça descend. Là t'as a priori assez sur ton. Si tu enlèves une. Tu découpes ta plaque ici, ça va pas gêner tes rails et ça rentre. Ah, il a raison de faire ça là. Ouais. On va être plusieurs à pousser devant. Ça passe. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà. Par contre, il faut 3 gars à chaque fois quoi. Oui. C'est passé à côté. On va faire un dodan de l'autre côté. Il faut 3 gars à chaque fois. Ah ouais, pour l'instant ça va. Merci les gars. N'hésite pas. Non mais Rico, viens, on fait vraiment la montgolfière. Mais la montgolfière, Tu sais que je suis à deux doigts d'en acheter une. De mettre ma tête dessus, une vraie Donovan. Je suis à deux doigts d'en faire fabriquer une. mais tu veux faire ça? Non mais tu sais que moi, Non, rentre avec David, ça va encore coûter 80 000 €. Plus que ça. Combien? Les devis c'était 200 000. Non. Bah, si. C'est pas mais sérieux. non. Alors là, Tu sais qu'à une époque on a fait des devis. Bah oui, on a avec, fait des Hugo. devis. Non, alors là, Pour faire une montgolfière Avec boîte. ta tête. si Hein. tu veux faire ça, dis-moi parce que je connais vraiment bien, comme David, mais pour les montgolfières. C'est vrai? Mais oui, puis moi je suis pilote de montgolfière, tu sais. Non, je sais pas. Vous savez pas? Bah alors si on fait ça, on fait un gros coup là. Ouais, ce serait trop bien. Et on va partout en France avec la montgolfière, Ah, on ce vole. serait génial. Ce que je disais à Nat, tu passes au-dessus des villages, tu discutes avec les gens. Ouais, vous êtes en train de manger quoi? Là, le barbecue et tout. C'est trop T'envoies bien. un drone. Ouais, non, mais c'est trop bien. Putain, mais grave. Mais non, une montgolfière logotée finie, parce qu'il faut juste l'enveloppe si tu veux. Ouais. Le basket et on trouve d'occasion, Ouais, ça voilà, vaut rien. bah oui. Et une logotée, faut pas prendre une grosse, hein. Faut prendre une 5 places. D'accord. Ça suffit. Ok. Parce que sinon après c'est trop, faut une équipe complète et tout. Ah oui, bah C'est oui. trop gros après. C'est 80 000 balles à tout péter. Bon, on en reparle alors. Bonne nouvelle. Par rapport Ça, aux 200, encore un autre truc. tu as économisé 120 000 balles. Un autre truc à la con ça. Allez les gars, merci encore pour tout. À bientôt. Ciao. C'est vraiment comme le mien, là, c'est comme mon XL8. C'est ULM? Ouais, c'est un ULM, c'est un concurrent du mien. Félicitations fiston. Le Falcon, frère. Bah bien sûr. Puis ça coûte Le Falcon qu'on avait pris. Mais ça coûte. Bah bien sûr que c'est mieux que ça, frère. Et puis l'autre, ça bouffe 900. Et ça bouffe 900 litres à l'heure en plus. Non, franchement, c'est pas mal. Bon là les gars, maintenant l'avion il est validé. Il y a plusieurs problèmes comparé à un truc beaucoup plus petit. Le truc beaucoup plus petit, t'attaches à la roue avant, tu le tires. C'est simple, il est léger. Là, on parle d'un avion qui va quand même jusqu'à 2 tonnes. Donc tu peux pas commencer à le tirer comme ça, sinon t'es mort. S'il y a 1 degré de pente sur le parking, jamais t'arrives à le tirer. Je commence à réfléchir, les gars ils me disent mais t'emmerdes pas Lucien, prends le truc qui se met en dessous et c'est électrique. Mais ça vaut 15 000 €. Donc je me suis dit mais jamais de la vie je mets 15 ou 20 000 balles dans un truc pour le soulever et tout ça. Donc j'ai commencé à me dire est-ce que je vais pas prendre un petit 3 roues Honda que j'ai déjà en stock et me fabriquer une espèce de remorque d'attelage en prenant en compte évidemment comment était tracté l'avion, tu vois, pas faire un effort sur la roue alors que c'est pas par là que c'est pris d'habitude, etc. Bah là maintenant il faut que je me fabrique ce système de remorquage qui va pouvoir, il y a plein de choses hyper importantes. Il faut que ça puisse se démonter et se mettre dans l'avion quand je vais ailleurs. Il faut qu'il puisse y avoir un attelage pour l'accrocher à la boule de mon petit Honda 3 roues. Il faut que j'ai des poignées pour le tirer moi-même à la main pour le guider et il faut que ce soit un système qui soit fait qu'une fois, comme ça on le refait pas 30 000 fois, etc. Donc je me décide pendant que je suis en train de passer le permis, je peux pas voler l'avion. Je me dis bah je vais kiffer et je vais me fabriquer ça moi-même sur mes dimanches matins. Et donc c'est parti pour du kiff et de la fabrication sur mesure les amis, d'un système comme ça. Bon les amis, l'avion, j'ai un système classique pour tourner la roue, mais vu que je veux pas prendre un truc trop cher, un espèce de, je sais plus comment ils appellent ça là j'ai trouvé ça sur un site internet. En fait ils ont juste, c'est des gars qui ont déjà tout fait, avec un cric, une petite boule, et puis tu viens te prendre sur la boule d'attelage, il y a une mini boule d'attelage sous les hélicos, et en fait ça te met un support de boule ici. Donc avec mon petit 3 roues du Seigneur, je traîne mon hélico pour l'emmener à droite à gauche. Mais il est hors de question que je mette 10 ou 15 000 € dans un système qui tire l'avion, quoi. Donc ça c'est clair et net. Et ici,
Mon prof, ça c'est l'avion de mon prof. Lui, tu vois, il a une tirette comme ça. Donc l'idée, ce serait de faire un truc qui ressemble un peu à ça. Évidemment, plus solide. Ce ne soit pas simplement de la direction, mais surtout de la traction avec un engin. J'ai mon petit papier. Commencez à prendre 2-3 notes, les amis. Et on va aller au château pour fabriquer ça. Donc là, les amis, je suis bien arrivé avec mon pied à coulisses, mon papier dans ma poche. Et là, j'ai trouvé un bout de tube qui fait à 1 mm près. Donc après, je peux lui passer un petit coup de papier à poncer ou alors un petit coup de tour. À 1 mm, à peine 1 mm, il rentre dans l'axe de la roue. Et c'est un tube plein, c'est un jonc. C'est très lourd. Et du coup, c'est très solide et c'est en acier. Donc là, ici, j'ai toute ma richesse. La plus folle. Et j'ai même les dentiers de mon grand-père. Il y a tout ce qu'il faut ici, les amis, pour être heureux. J'ai toujours un bout de ferraille. Tu vois, là, un truc comme ça qui traîne. Tiens, un couve-culasse de CRF, de l'acier, de l'alu. J'ai toujours de la merde qui traîne, tu vois. Donc j'avais trouvé un bout de fourche de 103 ici, là, tu vois. Et je regardais, tu vois, on n'était pas loin du tout de rentrer dedans. Et je me suis dit, avec Salam, je me suis dit, putain, il y a les portails de Shiftech Tour que Medo il voulait balancer à l'époque, quand on a fabriqué Shiftech. Et j'avais dit, non, faut garder ça, un jour ça servira. Et là, les amis, Eureka. Pas un pet de jeu. C'est pile le bon diamètre intérieur qu'il me faut. Ça rentre pile dedans. Donc cette belle palissade qui devait servir d'escalier dans Shiftech, on va couper un bout de tube par là, comme ça là. Et ça va, je vais tout le poncer, tout le machiner, tout le passer propre, le recouper droit. Et ça va me servir de coulisseau pour mon axe qui va rentrer dans la roue avant. Que je vais percer après cet axe avec une goupille. Comme ça, je sors le truc, je rentre ça autour de la roue avant du bordel. Il y a un fumier qui est en train de se faire plaisir en avion. Salaud de mecs qui font de l'avion là-haut là quand même. Ils ont pas honte quand même, ces fumiers, c'est une dinguerie quand même. Et donc ça va me servir de coulisseau pour rentrer l'axe dans la roue et pouvoir tirer le bordel. Donc bonne nouvelle. Maintenant faut que j'aille chercher. C'est à souder. Et je vais aller m'occuper de toutes les dimensions, toutes les tailles, reprendre mon plan. J'ai trouvé un bout de tube en acier assez épais qui va me servir de guide. Oh là, c'est ça. Chaque fois je passe devant, je me dis mais c'est quand même pas possible que j'ai un tank. Ça franchement c'est une dinguerie. C'est vraiment le truc qui m'a le plus fait kiffer de toute ma vie, de tout ce que je possède, et je pense que j'aurais rien de pire que ça. Un jour je peux avoir des trucs de dingue, et une Chiron, elle me fera jamais autant rêver, tu vois. Donc ça remet beaucoup en question mon achat de Chiron, tu vois, parce que le tank, tu pourras jamais autant, ça sera jamais autant un kiff que le tank. J'ai trouvé ce bout de tube dans la radouille à Dylan. Oh non putain, j'en ai marre de voir ça. Bon les gars, c'est parti, on va couper la ferraille. Oh non, mon petit frein avec le disque et tout, mais c'est dégueulasse de me faire ça. Quelle horreur. Les gars, voici mon plan. Donc tous les techniciens d'usinage, que prenez-en de la graine. Mais si je me loupe pas, et ça m'est jamais arrivé de pas me louper, mais ça m'est récemment arrivé de faire un truc comme ça, prendre des codes de partout et d'arriver sur place, et ça rentre au millimètre. J'ai aucune capacité particulière là-dedans, les amis, hein. J'ai rien appris, mais par contre, voilà, tu vois, donc il me faut une fourche qui ressemble à ça, tu vois, avec un U là, tac. Donc ici, le diamètre total, j'ai mis 1,80 m. Une coupe au milieu, coupée en deux x 90, parce que comme ça rentre dans la cale de l'avion. Et j'ai pris tous mes diamètres. Diamètre 2 cm, 10 cm d'enfoncement dans la jante. Là j'ai matérialisé vite fait la jante de l'avion. Donc de l'entretoise de la jante et à son extrémité, il y a 14 cm. Mais il faut que je mette un peu plus parce que le pneu, il est un poil plus large. Donc tu peux pas faire un truc qui a un diamètre 14 cm qui viendrait buter dans le pneu. Donc le moyeu de la jante est plus profond que le boudin du pneu. Et ici au bout, je vais me faire donc une poignée pour faire une tirette à main. Et au bout, je vais boulonner. Je pense que ce sera boulonné plutôt que soudé. En général, c'est pas les mêmes aciers. Je vais me mettre un support d'attelage et comme ça, le but, ça va être de tirer tout ça avec un quad. Ici, ce que je veux faire ça avec du tube, mais la contrainte que j'ai, c'est qu'il faut que ce soit solide parce que l'avion il fait 2 tonnes. L'autre contrainte, c'est qu'il faut pas que ça fasse de 500 kg à ranger non plus dedans. Niveau automobile, tu peux pas faire beaucoup mieux que ça. M393. Suce mes morts. Donc là, on a la grosse base en fait. C'est avec ça qu'on va tirer. Donc c'est de l'acier top moumoute. Pour tirer, c'est bien. Et en fait, je vais fabriquer déjà tous mes morceaux là pour fabriquer ma fourche. Et ensuite, au bout, je viendrai mettre ça. Je viendrai mettre ça en travers de la fourche. Et ensuite, là-dedans, je vais pouvoir faire coulisser ce jonc qui lui viendra s'insérer dans la jante. Les gars, on fait 2-3 petites coupes avec cette magnifique machine qui est trop pratique là. Et je pose ça tout à plat, poste à souder. Je vous remontre dès que c'est un peu de gueule. Bon, là, on est dans l'atelier bois. Voilà, là, regardez ça, les amis. Tu peux me ramener tout ce que tu veux. J'ai des semi-auto
j'ai des TIG, j'ai tout ce qui existe sur la planète Terre, les amis, de mieux. Mais le poste à souder de mon grand-père, le jus de la maison, du village, il prend feu avant que lui, il tombe en panne. Et baguette, mon copain, j'aime mieux te dire que... Oh non, ça va. Non, ça va. Il y a des baguettes, des fois, t'as l'impression que c'est des tiges filetées. Regarde ça. Putain, il fait 200 kilos. Et ça, c'est le poste de mon grand-père qui était à mon arrière-grand-père. Donc, il était à Lucien Cupif. Bon, il l'a donné ensuite à André Cupif. Et c'est lui, ça, André, mon grand-père, je l'ai vu quand j'étais tout petit, il est tourné. Oh, les fumiers, ils ont mis à 2,5 la puissance. Oh, c'est vraiment des bourrins. Ça, là, c'est lui qui les a tournés sur son tour à bois. Et ça, mon copain, j'aime mieux te dire que toute ma vie j'ai soudé avec ce poste-là. Et ça a l'air sentimental pour moi parce que j'ai vu mon grand-père quand j'étais tout petit qui m'a dit un jour il sera à toi, comme s'il me parlait de son château, tu vois. Et moi j'étais là, ah ouais, genre je suis l'élu, c'est moi l'élu qui va posséder le poste à souder de mon grand-père. Et aujourd'hui, voilà, donc je peux vous dire que autant j'ai des machines qui valent des fortunes, autant les gars de ma boîte, quand ils utilisent ce poste, je leur dis les gars, vous faites attention à ça, c'est comme si vous roulez ma Chiron. Donc là, j'ai coupé un peu en biseau. Bon, j'ai fait ça à l'œil, hein, avec une meuleuse. Mais à l'œil, c'est quand même pas si mal pour souder, les gars. C'est une dinguerie. Je me reviens pas que je suis capable de faire des trucs pareils. Bon, après, faut pas trop regarder non plus, tu vois. Y a pas un bout qui est pareil. Mais ça fait le café. Et avec des bonnes soudures, ça va tirer. Je pense, moi, je vais tout pointer. Et je vais voir si pour faire des belles soudures, parce que normalement là-dessus sur des belles ferrailles comme ça peut bien se souder. Donc normalement avec mes petits repères du Seigneur, tac, tu vois, je me mets là, j'ai trouvé cette dinguerie. Oh, quelle dinguerie! Tu mets ça là, tu mets ça comme ça. Oh là là là, dinguerie d'avoir ça. Nous qui avons travaillé tellement par terre et tout, c'est une dinguerie d'avoir ça. Je cale un petit peu de un tout petit peu de rabio. Et en gros, je vais forcer cette pièce-là, elle est là, tu vois. Là, tu sais que t'as une écart parfaite. C'est incroyable de travailler comme ça. C'est trop le truc de ouf d'avoir ça. C'est une dinguerie, les gars, d'avoir ça. Voilà. Tu vois, regarde cette beauté. Oh, c'est dingue. Donc là, je vais faire ça en face, pareil, pour être sûr d'avoir les bons angles droits partout. Tac. Et là, après, normalement, si je suis pas trop... Enfin si, j'allais dire si je suis pas trop mauvais, mais on est mauvais quand même un peu. Il faudrait que j'ai 15 à peu près, enfin 16. Idéalement ce serait 16. Et là j'ai l'impression qu'il y a 16. Hein. Oh là 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 là. Caviar. J'arrête de filmer parce que ça me dégoûte. Ça me dégoûte de voir de l'art. A few moments later. Voilà à quoi ça ressemble. Là j'ai pris toutes mes mesures, tous mes écartements. J'ai fait ma barre. Donc voilà à quoi ça va ressembler. Donc là je suis tout d'aplomb comme il faut. Je suis aux bonnes hauteurs, il me restera évidemment plein de finitions à faire. Mais en gros ma barre elle est comme ça. Tac. Là je pense que je vais, sachant qu'on veut tracter quand même un avion qui fait plusieurs tonnes, je pense qu'après je rajouterai des tubes en biseau qui vont faire comme ça là et comme ça. Et ce tube là pour moi il est assez solide pour la manœuvre. Et là au bout j'ai tourné mes joncs dans lequel va coulisser mon... Enfin j'ai tourné c'est des espèces d'entretoises. Et dedans, j'ai mon jonc plein qui va pile poil coulisser dedans. Ensuite, je le percerai de part en part, lui et le jonc. Et je passerai une grosse goupille pour valider la position. Regardez-moi ça les amis. Le gros forêt, le gros étau en dessous. Et là, ça y est, j'ai fait les trous dans mon tube. J'ai été me chercher de la petite visserie toute neuve, magnifique. Oh, le bonheur d'avoir le matos. La boulonnerie, on a tout dégraissé sur cette petite boule d'attelage qu'on a trouvée dans la ferraille au fond. J'ai enlevé la poignée en plastique qui était toute coupée, toute arrachée, toute vieillie, parce que le truc il a au moins 30 ans. Mais là, on a tout regraissé. La boule d'attelage a l'air de fonctionner nickel. 2 boulons. Donc là, il faut que je le coupe ici. Je vais insérer un jonc, je pense peut-être par là, puis je vais refaire un trou là, un gros trou là qui a de gros diamètres pour ressouder le jonc de l'intérieur ici. Et comme ça, le jonc qui aura pour diamètre extérieur le diamètre intérieur de ce tube, je pourrais venir je vais le couper ici évidemment, et cette morceau de tube, je vais l'emmancher dans le jonc et je vais péter 1 ou 2 grosses goupilles, ou plutôt un axe très résistant qui vient pas... Il y a toutes les propriétés des métaux qui est importante. Il y a certaines vis qu'il faut pas utiliser parce qu'en fait, si on lui donne trop de force à un endroit, elle casse. Alors qu'il y a des vis qui tordent. C'est aussi pour ça que dans les charpentes en bois, on vient mettre soit des boulons, soit on met, par exemple, tu vois là, les petits bastings qu'il y a là, en travers là, bah là tu mets pas des vis, tu mets des clous. Et en fait, les pointes, elles ont une tendance de déformation à se tordre plutôt qu'à casser. C'est ce qu'on met dans les sabots là. Vous voyez les sabots qu'on met là, dans ces sabots là, normalement t'as jamais de vis là-dedans. Là, faudra plutôt que de mettre une goupille qui elle va plutôt casser, je mettrai un jonc et en dessous, quand ça dépasse, je mettrai une goupille avec une petite chaînette. Et comme ça, l'avantage de le couper ici, ça fait 2 x 95 cm et les 2 x 95 cm rentrent dans la soute avant de l'avion. Comme ça, je peux très bien l'emmener. Donc voilà, donc là mes soudures, bon,
C'est pas incroyable, mais bon, ça va quand même, tu vois, ça fait un peu le café, c'est pas très beau, hein. C'est pas très beau. Mais sur le lot, il y en a une ou deux qui sont belles, tu vois, celle-là, elle est pas trop mal, tu vois. Bon, l'autre côté, faut pas regarder, il y a 2-3 catastrophes. Tu vois, c'est pas très beau, mais on sent que c'est des soudures un peu solides. Là, vous voyez le jonc, hop là, lui, c'est lui, qui, quand on va insérer tout ça sur la jante, c'est lui qui va rentrer, comme ça, sur les 3/4 de la roue. Et de l'autre côté, j'ai fait un petit morceau, qui lui, je vais aller à l'aérodrome le régler. Tu vois, et si lui il est comme ça par exemple, voilà, on va dire comme ça, et ben là je le soude et il reste ici tout le temps. Donc je viendrai me caler d'abord ce côté là, et ensuite, une fois que le côté il est calé, là j'insère dans toute la jante, et avec cette grosse goupille, ensuite que je viendrai mettre là, clac. Puis là je vais faire une petite poignée au bout, un petit truc un peu stylé. Et ensuite je demanderai à Dylan qui soude bien au TIG ou au semi-auto ou je sais pas quoi là, et il va me reprendre mes soudures pour les faire nickel. Moi je vais mettre mes petits renforts là. Je vous remontre la suite dès que ça avance. Bon, Nat, elle vient de nous faire une petite réflexion sur le poste. Non, c'est pas une réflexion, je suis plutôt contente. Bah oui. Parce que c'est le poste à souder de mon père et j'ai vu papa quand j'étais toute petite souder déjà avec. Bah c'est exactement ce que j'ai dit dans le début de ma vidéo, que moi quand j'étais petit aussi je voyais le grand-père souder avec. C'est quand même incroyable quoi. C'est fou, ouais. Il a 50 ans ce truc là. Ah bah plus que ça, il était à son père. Ah, il était aussi à grand-père? Ah oui. Incroyable. Bah à ton grand-père. Bon voilà, ça prend un peu forme. Maintenant, il n'y a plus rien à faire à part la phase de test sur l'avion. Comme ça je repère où je mets les poignées pour tirer et je repère comment faire mes histoires de jonc. C'est parti les gars. Bon les amis, ça y est c'est parti. On a le bazar qui est ici. Voilà. Machin. Donc on s'en allons. On va tester ça tout de suite sur l'avion. Regardez-moi ça. Je suis bien arrivé. Alors soit je pète le seum, soit je suis trop heureux. Normalement. Si tout va bien. Ok, déjà niveau écartement on est bien là. Pour l'instant il n'y a rien qui faute. Maintenant ça. Est-ce que ça rentre là-dedans? Bah c'est mort. Ça rentre pas. Oh non, bâtard. Il y a une petite goupille que j'avais pas vue là en fait. Et de l'autre côté, il n'y a pas la goupille. Ah oui, de l'autre côté, ça rentre en fait. C'est juste cette goupille de merde. Elle me gâche. En fait, j'ai juste à faire un plat. À la meuleuse là. Ouais, dedans tout le long. Ouais. Oh non. Ça, c'est trop dégoûtant. Bon, je vais enlever la goupille. Ok. Là, j'ai 3 petites rondelles. Je vais mettre là. 3 rondelles avec ma petite goupille. Et ça. Oh. Ah, je suis rassurette. Alors, maintenant, on va faire mes repères. Comme ça. Est-ce que ça rentre? En gros, tac, et je le fais comme ça. Voilà. Donc maintenant, il faut que je me fasse aussi. Ça va falloir que je le fasse. Là, je le couperai en deux en m'enchaînant au milieu. Et ici, il faut que je fasse une petite béquille. Une petite béquille pour que quand ça pose, ça traîne pas comme ça. Que je fasse un petit pied qui va. Donc ça fait ça. Le guidon, je peux le mettre le plus collé ici. Bon là les amis maintenant, donc je vais retourner au château, souder un pied ici, souder les petites pièces ici pour faire un truc tout simple avec une petite chaînette et tout, que je puisse pas perdre un morceau. Donc ça va être top. Et puis bah ensuite couper au milieu, faire un système démontable en fait, pour que ça puisse rentrer dans cette petite soute. Voilà, c'est ça le but. Le but de la procédure. Maintenant on va voir si cet engin du diable il a assez de chevaux. Ça c'était la vraie question aussi, de me dire est-ce que mon beau 3 roues Honda ProWeld m'a fait une magnifique adaptation du réservoir. Est-ce que lui il peut me permettre d'aller mettre de l'essence, ou est-ce qu'il faut que j'opte pour un 3 roues Honda plus puissant? Là c'est plus l'avion que t'amènes à la boule d'attelage, c'est le véhicule tracteur. Déjà ça tient bien. On va y tirer. Ouais. Bon les potes, voilà la version finale avec la petite poignée, la boule d'attelage, la petite protection en dessous pour pas que la boule d'attelage elle traîne par terre. Petite coupe avec des vis et des goupilles pour pouvoir détacher et mettre ça dans l'avion. Et puis ici bah, tout le petit système. Là on a soudé le jonc. Ensuite bah, ça sera ponçage et puis un beau gros raptor de cochon dessus pour avoir un truc fini. Je suis très content de cette petite histoire.
Il a apprêté. Carrément. Quelle œuvre d'art. Quelle œuvre d'art. Une fois qu'on a le système qui fonctionne, les amis, on peut tirer l'avion, on peut le remorquer. Je me rends compte que mon bâtiment est trop petit. Donc là, il faut fabriquer, soit faut faire rehausser le bâtiment et ça coûte une fortune, faut démonter le bazar et tout, mais moi je pense ça passe à 5 mm. Mais l'avion ne passe pas, la queue tape dans le hangar. Donc là, il y a deux solutions, soit je fais refaire le hangar, et ça me coûte une fortune, soit j'essaye de réfléchir. Et là, le problème, c'est que pour réfléchir, c'est compliqué. Je me suis dit, mais comment faire? Et en fait, d'un seul coup, j'ai pensé au truc le plus bête possible, c'est fabriquer un dodan, les gars. Je me suis dit, je vais fabriquer un dodan. Et comme ça, quand je vais rouler dedans, le nez de l'avion va se lever, ça va baisser l'arrière, et après, une fois qu'il sera dans le hangar, ça va redescendre. Et donc là, il a fallu calculer les hauteurs, combien ça démultiplie à l'arrière, etc. Bon, on a fait plusieurs essais, les amis, mais on a réussi à rentrer l'avion dans le hangar et faire un système qui est fonctionnel. Bon là les gars, on va faire un essai. Ah en fait il tire hein. Alors maintenant, il faudra faire l'essai avec le dodan. En fait c'est plus dans l'autre sens qu'il aurait fallu le faire le dodan. Bon là en tout cas je suis étonné parce que s'il est dans l'axe, il a l'air de pouvoir tirer. C'est un essai, hein, c'est un proto. Hop là. Et c'est là que je veux voir si c'est galère ou pas. 1, 2, 3. Hop là. Alors attends. Voilà. Bon bah le système est pas mal. Attention les antennes. Non c'est bon. Je vais leur demander de rajouter 1 mètre au gars et de refaire une pente 2 fois plus douce. Et comme ça quand ce sera splitté au sol, je peux passer dessus avec le petit truc. Et là maintenant j'ai juste à faire un essai pour voir si je peux le tirer tranquille dans la côte là. Pour l'instant il en chie pas mais il y a un faux plat donc c'est vraiment de la triche. Mais si le petit 3 roues il monte la côte, c'est une dinguerie. Hein. Déjà tirer l'hélico avec ça, c'est rigolo. Mais ce que j'ai peur, c'est pour freiner aussi, tu vois. Ah, j'en reviens pas, mec, il tire. Oh, c'est une dinguerie. Au pire, tous les 3, 4, 5 ans, j'aurai un embrayage à faire, mais franchement, même le départ en côte, là, regarde, je suis au ralenti, il part. J'avais peur justement que dans une phase de descente comme ça, le truc, tu sais, il freine pas et tout, mais ça va. Je vais juste mettre une couronne plus grande. Tu vois, en fait, il faut simplement couper cette pièce et ressouder un pignon plus petit. Faut prendre. Faire tailler complètement de notre site. Ouais, mais là, à mon avis, il faut le couper là et le réusiner. Mais c'est pas grave, si tu donnes ça à un usineur, il te le ressort ça, frère. Il y a des gars, ils sont chauds. Voilà, c'est pas compliqué. La prochaine fois, je vais arriver, je vais atteler mon petit 3 roues, je vais le démarrer. Et je vais dire, putain, j'ai oublié. C'est sûr que ça va m'arriver, ça. C'est obligatoire, frère. One eternity later. Bon les amis, vous voyez pas la différence, mais on est quelques jours plus tard et mon pignon est changé. Le pignon, on a enlevé 2 dents, donc il est plus petit. Évidemment, le diamètre ici était plus gros, donc merci à notre pote David qui nous a fait une gorge assez profonde, qui a mis... et qui a... pas fait exprès, et qui a fait une soudure dans le fond de la gorge. Et il a réussi à ressouder par l'intérieur, il a resurfacé le bordel. Et donc là, on a un pignon plus petit, donc machin, il va avoir des chevaux pas possible. Donc là, hop là, ça s'emboîte direct, c'est magnifique. Vas-y. Ah ouais, vas-y. Vas-y, ça passe. Vas-y, c'est bon, vas-y. Ouais. Là, on est en train de culminant. Il est déjà dehors, là? Ouais, il est dehors. Bientôt. Il est dehors. Il remonte. Là, il est dehors, c'est bon. Ok. Bon les amis, maintenant qu'on a le système pour le rentrer sans devoir modifier toute l'entrée du hangar, maintenant qu'on a l'avion, maintenant qu'on a de quoi tirer l'avion les amis, maintenant qu'on a usiné notre petit pignon de sortie pour avoir plus de patates sur la première vitesse de notre petit 3 roues pour le tirer, aller mettre le plein et tout, bah maintenant il va être l'occasion les amis
de monter dans ces magnifiques avions et que ce soit moi pour la première fois qui prenne les commandes. Et ben je vous dis quoi les amis, c'est parti. Bon maintenant les amis, il est temps d'essayer un avion plus gros, plus puissant. Et en parlant d'avions plus gros et plus puissants les amis, on a toujours la Medlair qui essaye de nous faire des petites dédicaces au-dessus du château. Et là on en a encore une belle. Oh la vache! Oh le cochon! Oh! Ah il revient. Oh là 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 là! Ah! J'en reviens pas. Incroyable. Le virage qu'il a pris là, Ah ouais, j'en reviens ouais, pas. là, Là, il a fait ça comme ça. Ouais, Tac. il a été convaincu. Oh là là, comment que ça doit leur secouer la gueule au mec là. On va mettre plein riche, plein petit pas. Plein de petits pas. De gaz, on va le gaver avec la peau. Et Donc là tu comptes jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et là le démarrage à froid, normalement il doit démarrer. S'il démarre pas en plein riche, on mettra plein poids, du gaz. Et quand il va arriver à son point d'explosion, voilà, ok. Ok, allez go. Ah, ça y est, il pète. On est en train de faire toutes les checks, tout vérifier pour le démarrage, que les alternateurs fonctionnent bien, qu'elle alimentent bien la batterie, vérifier tout un nombre de choses hyper importantes. Et là, on va le laisser chauffer tranquillement, se déplacer sur le taxiway, donc la petite route qui nous emmène à la piste, et faire le premier décollage. Les panneaux. C'est vrai que on se rend pas compte parce que d'habitude les ailes ne dépassent pas du taxiway, mais là, ça commence à être costaud. Ah oui, landing light, ok. Putain, tu sens quand tu freines et tout que t'emmènes un truc. Ah oui, j'avais oublié. Mais j'ai oublié que toi t'étais pas très bien dans les avions. Mais tu sais que ça allait bien, les facteurs de charge ça va, mais la décharge ça va pas. Ah bah non mais grave, quand on est passé comme ça le pauvre. Je sais pas si t'as remarqué, après le stop and go qu'on a fait là, j'ai pu parler. Comme ça pour filmer et comme il dit le truc et tout. J'ai posé le téléphone, Bon les amis, incroyable. Bon là c'est réaction à chaud là, donc je suis un peu en mode concentration et tout. En fait je me rends compte que comparé à l'avion que j'ai l'habitude de piloter, et moi j'ai fait 300 heures sur le même type d'avion, donc mon ULM, mais la même version qui est en avion. Quand j'avais présenté mon ULM, je vous avais expliqué que c'était un ULM, mais qui était entre guillemets, c'est vraiment genre un ULM, je sais pas comment vous dire, c'est un avion, mais qui est dans la catégorie ULM parce qu'il est limité à 100 chevaux, parce qu'il y a que 2 places et qu'il fait moins de 600 kg. En gros, c'est ça, en très gros. Et donc, il y a la catégorie avion. En fait, c'est les mêmes avions. En fait, c'est des ULM, mais ils sont certifiés avions. Et donc, vous prenez un Elixir, c'est un avion, par exemple, qui est moins fou que mon ULM là-bas. Donc, si vous voulez, j'ai 300 heures sur un ULM, mais qui est très très typé avion, c'est comme ça qu'on peut dire. C'est vrai que je me rappelle dans la vidéo où je présente mon ULM, vu qu'à un moment donné j'ai dit avion, c'est pas un avion, c'est un ULM, c'est de la merde. Voilà, tu vois, c'est ça. Après tu présentes, je sais pas, t'as toujours des gens qui ça les fait chier, tu vois. C'est pas un avion, c'est un ULM. Oui, non mais c'est un truc qui vole, excuse-moi, je vais pas dire ultra léger motorisé chaque fois que je prends la parole. Mais vous avez compris. Donc les amis, c'était la première fois pour moi de prendre les commandes derrière ce petit aéronef. Je suis trop content parce que je suis pas rassuré, mais comment dire, on sent tout de suite que c'est un avion qui est lourd,
qui est stable. C'est le vrai petit défaut des avions un peu plus légers. Je me suis déjà retrouvé avec le casque dans le plafond. Une fois, je parlais avec Hugo, je me suis retrouvé la gueule et la tablette dans le plafond quand on a pris une turbulence énorme, tu vois. Donc c'est vrai que là, on sent vraiment, quand tu pilotes, tu sens cette stabilité, cette lourdeur, ce poids de l'avion qui vole, voilà, comme ça. C'est vraiment top. Et tous les autres avantages. Alors il y a beaucoup plus de choses auxquelles il faut penser. Je pense notamment à toujours vérifier de rentrer les trains, de sortir les volets d'atterrissage, ça c'est normal. Mais là, il faut gérer la mixture, donc le mélange stoichiométrique moteur, donc de mélange d'air et d'essence. Il faut gérer le pas variable de l'hélice et il faut gérer les gaz. Donc il y a quand même pas mal de petits paramètres à gérer en plus, mais ça reste exactement la même chose parce que moi, c'était déjà un ULM compliqué. Donc tous ces petits détails-là, je suis habitué depuis 200-300 heures à m'en occuper sur mon ULM. Donc je suis pas dépaysé. Et en fait, la seule vraie différence, c'est les vitesses d'approche, les vitesses de décollage, toutes ces vitesses que tu apprends dans les checklists. Et puis l'arrondi, en fait, il y a un moment donné, il y a la théorie, il faut poser à telle vitesse, avec tel volet sorti. Mon prof, lui, qui a 20 000 heures de vol, tout de suite, il te dit, tiens, va vers la piste, tire, arrondi, machin. Et c'est vrai que sans s'en rendre compte, là, t'es assis beaucoup plus haut. Vu que l'avion est plus gros, le train est plus haut, t'es un peu plus haut que dans mon ULM. Et donc, du coup, t'as tendance à arrondir un peu comme l'ULM, vu que c'est ton habitude. Donc voilà, c'est plein de détails comme ça qui changent, mais la grosse base est la même. Et puis l'autre différence aussi que vous avez vu, c'est que c'est plus un manche que j'ai entre les deux jambes, c'est un volant. Donc au lieu d'aller comme ça avec mon manche, je tourne le volant. C'est une auto, quoi. Bon les gars, un truc qui est quand même un petit peu incroyable, c'est que c'est dans ce nouvel avion, c'est exactement le même moteur que dans ce vieux chariot élévateur. C'est exactement le même bloc. Alors là, on le voit pas bien parce qu'il est caché là-dessous. On l'a là, on a une petite partie, on voit les cylindres là. Tu vois, le gros Lycoming. D'ailleurs, la peinture elle est partie ici, ça c'est très stressant. Mais c'est comme ça. Donc c'est le même moteur, le Lycoming. 9 litres 6 cylindres à plat. Donc là, dans cet hélico là, c'est gros 6 cylindres, c'est vraiment comme un moteur Porsche, 6 cylindres à plat, 9 litres de cylindrée et ça fait 260 chevaux. Et donc dans mon nouvel avion, c'est le même moteur sauf qu'ils ont rajouté 2 turbos. Mais c'est le même bloc les gars. 9 litres, 6 cylindres à plat, biturbo et là du coup il fait 350 chevaux. Il gagne à peu près 100 chevaux. Mais les turbos ils sont surtout là pour maintenir la puissance à une haute altitude parce que la densité de l'air change et du coup t'as beaucoup moins de perf si tu montes très haut parce que l'oxygène etc. Et donc les turbos ils vont pas lier à ça aussi. Et donc ce magnifique gros moteur les amis, il va pouvoir nous emmener un peu plus loin, c'est le vrai avantage. Il faut savoir les amis, c'est qu'un hélicoptère comme ça vole à peu près à 200 km/h. Un avion comme le nouveau, ça vole à 420 km/h, on va dire allez à 400 km/h à peu près. Donc en fait ces moteurs là ils consomment on va dire 75 litres à l'heure on va dire. Que ce soit sur l'hélico ou sur l'avion c'est à peu près pareil. Le gros avantage c'est que c'est quand même entre 3 et 4 fois moins qu'un avion de la même taille. Alors souvent quand ils vont consommer beaucoup plus ils ont une turbine et ça va un peu plus vite. Mais c'est quand même un truc qui bouffe 4 fois plus de gazole. Donc niveau budget et tout c'est plus du tout la même chose. Même si le kérosène est moins cher etc. L'avantage c'est qu'ici c'est un hélicoptère, tu peux te poser, ça voilà c'est les vrais avantages de l'hélico. Et l'autre avantage c'est que du coup il y a 6 places donc on peut partir à plus que dans un hélico. Mais il y a des soutes, t'es vraiment dans un petit piano à l'intérieur, t'as le pilote automatique et puis là je vais passer ensuite les qualifications donc pour voler aux instruments, voler de nuit, qualifications en anglais et tout le bazar, pour tailler la route à l'étranger, partir en vacances, partir de nuit, partir où je veux et aussi comme je l'ai dit dans la dernière vidéo les amis, je l'avais pas trop dit dans la première vidéo, dans les vidéos, j'ai eu un nouveau permis les amis pour piloter des trucs un peu fous. Allez faire visiter plein de pays, vous faire des vidéos et ramener des voitures. Moi ça me plaît de dire tiens on part au Maroc mais on part maintenant. On part là-bas, 3h30 de vol, on arrive à Tanger les amis, et là on kiffe tu vois. Autant pour des vacances, autant pour le boulot, autant pour aller faire des nouvelles choses, aller voir des nouvelles choses. Cet avion c'est un vrai petit avion de voyage et j'ai envie d'aller faire des vidéos, trouver des voitures, trouver des trucs, ensuite les ramener et ça va me permettre d'être beaucoup plus flexible sans passer mes journées, ma vie dans les aéroports et c'est beaucoup plus simple parce que c'est mon avion. C'est-à-dire que tu peux même aller à un aéroport, un aérodrome. C'est beaucoup plus simple que d'aller dans les gros trucs avec les embarquements très longs. Là, tu peux te poser, une fois que tu as fait une fois les douanes, après tu peux te poser vraiment même sur une piste privée quoi. Donc ça, c'est un super avantage. Donc ça va plus vite, c'est le très bon compromis cet avion, c'est comme cet hélico là. Un hélicoptère comme ça, après t'as 2 hélicoptères efficients qui sont bien, qui sont pratiques. Soit faut vraiment que ce soit adapté à un truc très spécifique, les autres modèles d'hélico, soit c'est parce que t'as 0 limite de budget et que t'as envie d'avoir un truc énorme où tu peux garer une voiture dedans. Et en gros, il y a le R44 Robinson et il y a l'hélicoptère
hélicoptère écureuil. T'as 4 places, ça marche super bien, t'as des petites contraintes, des contraintes de puissance, des contraintes de choses, mais après si tu veux passer sur un autre truc, c'est l'écureuil. Donc entre guillemets, t'as vraiment que 2 choix quand t'es un privé qui veut kiffer. Et en aviation, c'est un peu pareil. T'as pas 50 000 choix. Si tu passes sur une turbine, t'es sur des budgets démesurés, chaque entretien c'est démesuré, etc. Donc moi je veux quand même un truc où à partir du moment où il y a du moteur à piston, normalement, ça reste un truc qui est quand même assez raisonnable, même si on parle quand même d'aviation. Que ce soit dans l'entretien, dans les consos, un avion c'est quand même plus intéressant qu'un hélico. En fait, l'hélico, il y a tellement de pièces en mouvement, rien que la tête rotor, tu vois toutes les biellettes, tous les trucs, tous les machins, tout ça c'est en mouvement. Tous les arbres, les embrayages, les alignements, les trucs, les machins, les rotors de queue, les boîtes de transfert, tout le bazar, tout ça c'est de l'usure. Alors qu'un avion, c'est un moteur, une hélice. Après, c'est des câbles qui font bouger des volets, mais ça reste très simple, quoi. T'as un peu d'hydraulique pour le train rentrant, mais c'est beaucoup plus simple qu'un hélico, donc les révisions sont moins importantes. Ah bah lui, il chie, lui. Voilà. Je chie le cercueil. Donc voilà les amis, je vais pas vous gaver avec trop de techniques, avec trop de trucs, parce que moi ça me passionne, je pourrais en parler 8 ans. Mais j'ai pas non plus envie de saouler les gens de la chaîne qui ont pas envie d'avoir toutes les fiches techniques de mes engins, mais c'est rigolo de donner des vitesses, de comprendre comment un hélicoptère ça fonctionne, les vitesses, etc. C'est tellement passionnant je trouve. Mais j'imagine qu'il y a des gens qui se torchent avec ces infos là. Donc voilà, on refera, je pense dans une prochaine vidéo, peut-être on défera tous les capots moteurs pour vous montrer la mécanique de l'avion, pour vous montrer les normes 6 cylindres, et puis faire 2-3 détails, aller dans des terrains un peu spécifiques, etc. Les amis, j'espère qu'on a fait le tour de cette petite vidéo. Je vous embrasse et je vous dis salutations distinguées.